Il semblerait que Mercedes avait gagné à l'issue du premier tour, mais tout dépendait du pilote. Avec une telle stratégie, la course était pliée d'avance, et je vais vous dire pourquoi. Quatre grands prix se sont écoulés depuis la reprise du championnat 2021. Et comme le dit si bien Christian Horner depuis le début, c'est à l'issue du quatrième Grand Prix que l'on pourra faire le point. L'heure du décryptage est donc arrivée. Si c'est la première fois que je nous rejoins sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les vidéos à venir, mais également ça me donne de la force pour produire du contenu pour vous. Ce débrief sera différent des autres débriefs. J'ai abordé une toute nouvelle approche et j'aimerais qu'à la fin de la vidéo, tu me dises en commentaire ce que tu en penses. Je te remercie d'avance et c'est parti pour le débrief. Pilote. Faisons tout d'abord un petit tour d'horizon sur la grille de départ de ce Grand Prix et regardons les 10 premiers. Cette grille est assez cohérente par rapport aux résultats des différents Grands Prix précédents que je vous affiche sur la gauche. Le trio habituel de tête, dont l'ordre change quelquefois. Ces trois pilotes se tiennent à moins de 2 dixièmes de seconde. Hamilton, qui établit un nouveau record en qualification une fois de plus, il signe sa 100e pole position en Formule 1. Charles Leclerc qui au final arrive à extraire le meilleur de cette Ferrari qui semble bien née en 2021. Charles apparaît comme un véritable challenger pour Norris et ça se voit au niveau des points. Il échoue à 7 dixièmes du poleman lors des qualifications. Esteban Ocon, le pilote français qui donne du plaisir à regarder au volant de l'Alpine. Certains circuits semblent convenir à cette monoplace et Esteban en extrait le meilleur devant son équipier en 10e position. Carlos Sainz qui a des performances en dents de scie mais honorables. Daniel Ricciardo, qu'on pourrait appeler l'outsider de ce circuit. Il a eu beaucoup de mal avec cette monoplace depuis le début, et là, sur un circuit particulièrement bien connu des pilotes, il performe et se classe en 6e position sur la grille. Sergio Pérez, énormément en retrait face à son équipier. Le second baquet de cette écurie semble mettre en difficulté plusieurs pilotes. Lando Norris, qu'on a l'habitude de voir aux avant-postes, a eu du mal à concrétiser un tour parfait quand ça comptait. Et enfin, Fernando Alonso qui s'acclimate encore à sa monoplace. Pour l'instant, Ocon semble être le meilleur. Et voilà pour cette grille de départ, dont la première place se trouve à 579 mètres du premier virage, qui permettra à Verstappen de dépasser de façon autoritaire comme à son habitude Hamilton. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé, car vous avez vu le Grand Prix. Nous allons regarder des chiffres évocateurs. Tout d'abord, analysons le rythme de course de Bottas et Charles Leclerc avant de nous tourner vers les leaders. Ces courbes représentent le chrono effectué par chacun des deux pilotes pendant les 42 premiers tours. Après le 42e tour, je n'ai pas jugé important de récolter les chronos, car c'est à ce tour qu'Hamilton rentre au stand pour la deuxième fois et enchaîne des tours chrono. Il comble l'écart de 23 secondes avec Verstappen en 18 tours. Mais revenons à notre schéma. Bottas est donc en vert et Leclerc en rouge. Chaque pic représente le changement de pneu. Chaque carreau vaut 4 dixièmes de seconde dans le sens vertical. Regardons le premier relais en soft. On ne s'intéresse pas aux tours 8, 9 et 10, car il y a eu safety car et c'est donc peu intéressant. On constate que Leclerc est rapide tout le long de ce relais. Son chrono est inférieur à celui de Bottas à pratiquement tous les tours, sauf les tours 3 et 6. Bottas a donc subi le rythme de Leclerc, il roulait proche de ce dernier, mais ne l'inquiétait pas. Par contre, une fois que Bottas a chaussé des médiums et avait un clean air, il était vraiment rapide. Charles Leclerc avec ses médiums était complètement largué en rythme de course. Mais Bottas n'est pas assez régulier comme vous pouvez le constater. Ses temps sont en dents de scie. Regardez cette comparaison de rythme moyen avec chaque pneu entre ces deux pilotes. On voit clairement la différence sur les médiums. Bottas a un rythme beaucoup plus soutenu. Maintenant, regardons celui des leaders. Vous l'avez compris, Hamilton est en vert et Verstappen en bleu. Quand on analyse ce premier relais, on se rend compte que les deux pilotes sont très proches. Un carreau sur ce graphe vaut 4 dixièmes de seconde. Leurs chronos respectifs ne varient pas de plus de 4 dixièmes. Leur temps oscille entre 1,23,200 et 1,23,600. C'est incroyable. Ils ont un pilotage chirurgical. Ces deux pilotes maîtrisent le monoplace. Vous remarquez qu'avec le Dirty Air, Lewis Hamilton n'a tourné que 6 fois plus vite que Verstappen. Ceci correspond à chaque point où la courbe de Lewis est en dessous de celle de Verstappen. Regardez ces valeurs. Le temps moyen de Max Verstappen en soft est de 1 minute 23 308 millisecondes, tandis que celui de Hamilton est de 1 minute 23 382 millisecondes. Leur rythme était vraiment proche, c'était une autre dimension de la course. C'est dire à quel point ces pilotes peuvent aligner des chronos identiques tour après tour quand ils ne sont pas gênés.
Regardons le deuxième relais. Lors du deuxième relais en médium, il n'y a pas grand chose à dire. Hamilton fondait littéralement sur Verstappen. Ça se voit. À sa sortie des stands, il rattrape les 5 secondes qui le séparaient de Verstappen en 5 tours. Au début du tour 34, il est derrière Max et oblige Max Verstappen à augmenter son rythme. Vous avez vu? Max roulait à l'économie avant que Lewis ne l'attaque. À cet instant, les deux pilotes vont alternativement plus vite l'un de l'autre. Hamilton met la pression sur Max. Mercedes a poussé Max à augmenter son rythme pour dégrader ses pneus. Mercedes savait depuis le départ qu'Hamilton devait faire un deuxième arrêt. Et je vous explique pourquoi. Fin du tour 25. Malgré la gêne de Mazepin, Lewis pouvait rentrer au stand et sortir devant Verstappen. Il ne l'a pas fait. On dirait que Mercedes voulait être chasseur et pas être chassé. Fin du tour 42. Dilemme. Hamilton n'a jamais été aussi proche. Il sait qu'avec le DRS et l'aspiration, il a une chance de passer Verstappen dans la ligne droite. Il décide de suivre la stratégie et plonge dans les stands. À cet instant que les fans se demandent ce qu'il fait, car il avait un coup à jouer. Il faut quand même avoir une certaine lucidité et une confiance incroyable à la stratégie pour ne pas saisir cette opportunité et rentrer au stand. Mercedes a joué sur le long terme. Ils ont montré qu'ils étaient un cran au-dessus de la course. Hamilton était le pilote qu'il fallait pour exécuter la stratégie à la perfection et laisser Red Bull aux abois. Quelques statistiques pour que vous preniez la mesure de ce qui s'est réellement passé. Première stat. En 31 éditions, Lewis est le 23e poleman qui l'emporte sur ce circuit. Donc sur 31 départs, 23 fois le poleman a gagné la course. Il y a donc 74% de chance pour un poleman de gagner la course. Mais attention, ce poleman est généralement le meneur au premier tour. Or, cela n'a pas été le cas cette fois-ci. Tout le monde a imaginé que la course était finie après le premier tour. Mercedes a donc cassé quelque part un mythe. Deuxième stat, sur les 4 Grands Prix, Max a été en tête de course 144 tours et Lewis 75. Mais Lewis compte 3 victoires et Max 1. Lewis n'a mené que 12 tours sur ce Grand Prix. Il semblerait que Red Bull ne soit plus assez confiant. Les dirigeants de l'écurie mettent de plus en plus la pression sur Perez pour qu'il soit au combat et qu'il puisse avoir une alternative stratégique contre Lewis Hamilton. Pas contre Mercedes, mais contre Lewis Hamilton. Parce que Bottas n'est pas réellement dans le coup depuis le début de la compétition. Quand on regarde les Grands Prix précédents, on se rend compte que Bottas est assez irrégulier. Le véritable problème de Red Bull n'est donc pas Mercedes, c'est Lewis Hamilton qui est un pilote redoutable pour sa pré-course. Et encore plus fort, regardez ce tableau stratégique qui prouve que la stratégie à 2 arrêts était bien la bonne. Pirelli a apporté ses pneus les plus durs de sa gamme pour ce Grand Prix, C1, C2 et C3. Mais Barcelone est réputé pour être abrasif malgré les faibles températures de ce mois et ça s'est remarqué au final. Les pilotes qui ont fait un seul arrêt sont Ocon et Raikkonen. Ocon a perdu 4 places et Raikkonen en a gagné 5. Le cas de Kimi Raikkonen est assez simple. Il a fallu doubler Russell, Giovinazzi, Vettel, Alonso et Tsunoda qui n'a pas fini la course. Le pilote qui aurait pu donner du fil à retordre à Kimi est Alonso. Mais justement, Alonso est un cas d'école qui montre qu'il a fait un deuxième arrêt trop tardif. Au 61e tour, il est 10e et au 64e tour, 17e. Il a perdu 7 places en 3 tours grâce au soft chaussé par les autres pilotes quelques tours plus tôt. C'est dire à quel point les pneus perdent incroyablement de la performance sur ce circuit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du décryptage de ce Grand Prix de Barcelone. Mais avant de terminer, j'aimerais parler de Mazepin. Mazepin n'a pas réellement gêné Lewis Hamilton. Il a fait certes un tour complet devant Lewis Hamilton, mais il était loin. Son sillage a potentiellement perturbé Lewis Hamilton avec le Dirty Air. Mais en réalité, il n'était pas si proche de Lewis Hamilton pour laisser passer. Une fois que Lewis Hamilton s'est suffisamment approché, Mazepin s'est écarté de la trajectoire. En tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain débrief. C'était Finger Pilot. Ciao.